Il y a 20 ans, le 1er mai 1994, Ayrton Senna se tuait sur le circuit d'Imola. Ce soir, les spécialistes F1 se souviennent du champion brésilien, de la légende de la Formule 1. Pourquoi son duel avec Alain Prost a-t-il autant marqué l'histoire de la F1 ? Qu'est-ce qui rendait Senna aussi spécial, aussi particulier ? On en parle avec les spécialistes. Jean-Louis Moncey qui commentait ce Grand Prix d'Imola en 1994. Bruno Mauduit qui était l'ingénieur d'Ayrton Senna chez Lotus puis chez Williams. Eric Comas, vous étiez au départ de ce Grand Prix. Vous avez une relation particulière également avec Ayrton Senna. Et puis Lionel Froissart, intime, biographe de Senna, que vous avez rencontré en 1978 alors qu'il n'était qu'un pilote de karting débutant. 4 fins connaisseurs de la génération Senna autour de la table. Et puis également des témoignages exclusifs, notamment Alain Prost, notamment Jean Alesi et la plupart des pilotes de F1 actuels. Voilà le menu des spécialistes. Rendez-vous dans quelques instants avec nous sur Canal+ Sport. C'était il y a 20 ans. Le 1er mai 1994, à Imola, la Formule 1 perdait Ayrton Senna. Désolation et traumatisme pour tout un sport. Tour d'anthologie, dépassement incroyable, maîtrise de la pluie, mais aussi aura, charisme, Dieu, retour aux origines du mythe. Leur rivalité a rythmé la vie du paddock pendant presque une décennie, plongé au cœur du duel Prost-Senna, le face-à-face qui a redessiné la F1. Autour de la table pour nous raconter Magic Senna, l'ancien pilote de F1 Eric Comas, qui entretient une relation particulière avec le Brésilien depuis un jour d'août 1992. Bruno Mauduit, ingénieur moteur d'Ayrton Senna chez Lotus puis Williams, le triple champion du monde l'avait surnommé More Boost, plus de puissance. Lionel Froissart, journaliste devenu intime d'Ayrton Senna, un œil aiguisé déjà séduit par le virtuose lors d'une course de karting en Europe. Jean-Louis Moncey, la Bible de la Formule 1, il commentait le funeste Grand Prix de San Marin avec Alain Prost le 1er mai 1994. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Eh bien, on retourne jusqu'au bout de l'horreur. Et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Ces images paraissent bien entendu bien dérisoires par rapport à ce qui se passe. Même pour nous, pour moi personnellement, j'ai jamais été très ami d'Ayrton, mais aujourd'hui il m'avait fait le message certainement le plus sympathique qu'il ne m'a jamais fait en 10 ans pratiquement de compétition. J'ai été lui serrer la main avant le départ et ça me paraît absolument inconcevable qu'on puisse même continuer à commenter une course comme ça. Où étiez-vous le 1er mai 1994 ? Que faisiez-vous à 14h18 lorsque la Williams de Senna s'est fracassée contre le mur du circuit de Saint-Marin ? Vous vous en souvenez certainement, tous ici, nous nous en souvenons. Bonsoir, bienvenue dans les spécialistes F1, émission spéciale consacrée à la légende de la Formule 1, Ayrton Senna. La Formule 1 dans son ensemble d'ailleurs se souvient du 1er mai 1994. Premier témoignage de cette soirée, Felipe Massa, Sébastien Vettel ou encore notre consultant Jean Alesi. 20 years, that he had his accident, and I remember so well. It's one of those things, a couple of events in your life that happen where you exactly remember where you've been, what you've done. Je m'étais cassé les vertèbres, c'est pour ça que je ne pouvais pas conduire. Donc j'étais sur le mur avec Jean Todt. I remember that I was watching television with my father, and obviously as a child you don't really understand what's going on, but just by the reaction of my father, I obviously got to understand that it was very serious and big loss for Formula One. Il est passé devant et puis il n'est plus jamais repassé. Quand l'hélicoptère s'est posé au milieu de la piste pour aller le secourir, on a compris que c'était plus grave que ce qu'on avait eu l'habitude de voir dans le passé. I was watching the race and it was a very bad time, for us, for Brazil. C'était un choc évidemment pour tout le monde, mais aussi pour le public. Je me rappelle parce que après la course, personne n'est sorti des tribunes. Tout le monde restait sur place. Il y avait la radio qui nous donnait des informations sur l'état de santé de Senna de l'hôpital. Et personne ne bougeait jusqu'au moment où l'annonce a été faite. Et là, dans un grand silence, le circuit petit à petit s'est vidé, quoi. Voilà, témoignage très fort de Jean Alesi pour démarrer. Jean-Louis Moncey, vous commentiez ce Grand Prix. Dites-nous à quel point, comment le monde de la F1 était sidéré, finalement pétrifié par ce qui se passait ce week-end-là. Je crois que vous employez le mot, Thomas, pétrifié, parce que si un accident devait arriver à quelqu'un, c'était certainement pas à lui
dont le pilotage était magique, d'où son surnom, naturellement. Je veux rappeler que c'est Johnny Reeve qui a qualifié de Senna de magique. Journaliste à l'équipe à l'époque. Absolument. Ouais. Et voilà, donc on était pétrifiés, vous avez dit le terme. C'était très difficile. Dans la cabine de commentaires, Johnny Reeve s'est éteint. Alain, on a vu sa réaction, il s'est éteint aussi. Et pourtant, on a fait près de 6 heures de direct. Eric Comas, vous participez à ce Grand Prix. Alors, il y a une histoire assez longue sur laquelle on va revenir. Vous arrivez après tout le monde, puisque vous repartez des stands et vous arrivez dans ce virage de Tamburello, où Senna est déjà accidenté, bien sûr. Vous comprenez tout de suite que c'est gravissime, que c'est déjà terminé? Oui, les circonstances de la vie ont fait que j'ai été le dernier à le voir. J'étais dans les stands quand il y a eu son accident. On m'a laissé repartir à tort de la pit lane. Et je suis arrivé sur les lieux de l'accident. Je me suis décasqué. Il y avait l'hélicoptère. On m'a prié de monter dans l'ambulance où son casque était là, mais j'ai voulu m'approcher de lui et j'ai compris que c'était la fin, avant tout le monde, parce que j'étais sur place. Ce qui a été évidemment très dur de voir mourir Senna, l'homme qui m'avait sauvé la vie 2 ans avant à Spa-Francorchamps. Oui, on verra les images un peu plus tard, mais c'était une relation particulière, effectivement. C'est une journée qui a bouleversé non seulement ma carrière, mais toute ma vie. Lionel Froissart, une journée qui a bousculé l'histoire de la Formule 1, un week-end également, parce qu'avant Senna, le samedi, un autre pilote a trouvé la mort, l'Autrichien Ratzenberger. Ça explique aussi cette chape de plomb qu'il y avait au moment du départ sur la Formule 1, sur la grille. C'était un week-end incroyable. Il y a eu l'escalade dans l'horreur, avec, il faut s'en souvenir aussi le vendredi, l'accident de Barrichello, qui avait déjà une petite relation avec Senna, puisqu'ils étaient très amis. Ici, à l'image, les funérailles de Roland Ratzenberger avec Gerhard Berger. On a aperçu Niki Lauda également. Un ami de Berger aussi, l'Autrichien, qui courait son 3e Grand Prix, qui se tue le samedi. Et je fais à nouveau référence à Johnny Reeve, comme l'a fait Jean-Louis. On parlait le samedi soir de cet accident de Ratzenberger et je me souviens de Johnny qui me dit mais tu te rends compte si c'était Senna et le drame est arrivé le lendemain concernant Senna et c'était très paradoxal parce que je me souviens de Imola ce week-end-là comme week-end merveilleux au niveau de la météo, il faisait un temps superbe. Enfin, on était dans un cauchemar, on se dit bon ça va s'arrêter, c'est pas possible et puis non. Avec cette image, il y a beaucoup de documents, évidemment, de ce jour-là. On en a choisi une, particulièrement avec la complicité du photographe Jean-Marc Lys. Nous sommes sur la grille de départ, quelques instants avant de mettre son casque. C'est l'une des dernières, peut-être la dernière photo d'Ayrton Senna vivant. On a souvent dit, il ne voulait pas faire cette course. Il était dans un état anormal sur la grille de départ. 20 ans après, qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Jean-Louis. C'était un professionnel, donc il était prêt à prendre le départ. Mais, comme Lionel l'a souligné d'ailleurs dans une biographie, ce jour-là, sur la grille de départ, dans sa voiture, il a retiré son casque, ce qui ne lui était jamais arrivé. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il était frappé par l'accident de Barrichello. Il faut s'en souvenir, c'est un Brésilien. Naturellement, il pleurait pour la mort de Ratzenberger. Il n'était pas dans un état, je dirais, normal, le Senna qu'on a connu. Et sur la photo qui est derrière nous, il prie, il se recueille, il est peut-être dans un état... C'est vrai qu'on s'est beaucoup servi de certaines photos où il a les mains jointes, il regarde en l'air, parce qu'à l'époque, les chronos étaient positionnés en hauteur. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Évidemment, Senna était croyant, on le sait, on va sans doute en reparler, mais ce n'était pas le propos majeur qu'il développait. Non, il était simplement, là, j'imagine, en train d'essayer de se concentrer comme il le faisait d'habitude, avec une force incroyable, qui faisait aussi une de ses qualités. Bruno pourrait sans doute mieux en parler que moi. C'est vrai que les choses ne se déroulaient pas depuis le début de ce Grand Prix comme elles se déroulent normalement. Un Grand Prix, vous le savez comme moi, c'est à la seconde. Normalement, il n'y a pas d'anicroche. Là, c'était n'importe quoi depuis le vendredi. Et évidemment, Senna n'était pas tout à fait dans son mode de fonctionnement habituel. Bruno Mauduit, vous avez été l'ingénieur d'Ayrton Senna à ses débuts en Formule 1 ou presque, avec Lotus, et puis à nouveau avec Williams Renault. Parlez-nous un petit peu de ce pilote-là qui avait rien à voir avec tous les autres, peut-être. Moi, je pense, justement, pour revenir sur le 1er mai, je pense qu'il était en pleine concentration, comme le sont les skieurs avant une descente, et que Senna avait cette particularité de tout prévoir, ne rien laisser au hasard. Donc là, c'est révision du plan A, du plan B, du plan C pour le départ, en fonction des concurrents qui sont autour, etc. C'est une pleine concentration. Il était prêt à partir, il était là pour courir. C'est pas Senna qui n'était pas dans son assiette, c'était le contexte autour qui était irréel. Eric, vous confirmez, vous étiez sur la grille. Absolument. C'était le premier Grand Prix en Europe, donc on arrivait de Tihai au Japon où ça s'était mal passé, il s'était fait accrocher au premier virage. La voiture était certes très rétive,
dépourvu de l'assistance électronique dont la Williams bénéficiait l'année précédente. Mais on était tous dans un état second. Mais je pense que je supporte pas le raccourci de dire que Senna n'était pas dans son état. C'est refaire l'histoire. Et il y a eu l'accident. Ouais. Je crois qu'on était tous très inquiets. On se demandait évidemment qu'est-ce qu'on faisait là. Mais voilà, on était là. On était là dans la participation d'un Grand Prix. On apprendra plus tard que ce Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu, puisque la loi italienne stipule que s'il y a un décès sur un site, l'événement doit être annulé, ce qui a été le cas, puisque Rasenberger n'est pas mort à l'hôpital, mais il est bien mort sur la piste, ce qui a été caché. Et on a entendu aussi Alain Prost en direct pendant l'événement se demander finalement ce qu'il faisait là. Voilà, on se le demandait tous. Et puis voilà, et puis si vous voulez, la course est partie. On avait tous une mauvaise mine, c'est sûr, pas uniquement Ayrton. Et cette semaine funeste pour la Formule 1 qui se termine par les funérailles nationales d'Ayrton Senna au Brésil, des millions de Brésiliens à São Paulo, une image absolument incroyable. Lionel Froissart, vous avez souvent été là-bas au Brésil, dans la galaxie Senna. Et j'ai pas souhaité aller aux obsèques parce que je m'en sentais pas la force. Et c'est assez incroyable. Je me souviens encore de ce DC-10 qui a ramené son corps de France parce qu'il est parti de Bologne, puis ensuite à Roissy. L'avion l'a transporté jusqu'au Brésil. Et aujourd'hui, ce chemin qu'il a fait sur un camion de pompiers entre l'aéroport de São Paulo et le cimetière de Morumbi. Enfin, il y a une étape avant le cimetière, peu importe, où les gens sont venus se recueillir. Cette avenue porte son nom. Aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les obsèques ont été diffusées dans beaucoup de pays en direct. C'est incroyable pour un pilote. On va reparler de la dimension qui va bien au-delà de ce qu'était Senna, le pilote. Ouais. L'homme a pris une dimension qui nous a même peut-être, nous tous, surpris par la suite. Et de voir, 20 ans après, on fait une émission spéciale sur lui. Ouais. Alors le choc du 1er mai, on abordera dans la deuxième partie des spécialistes justement le mythe d'Ayrton Senna. Pourquoi la mort de Senna a-t-elle cette résonance mondiale? Et puis nous remonterons aux origines de la légende. Nous écouterons notamment longuement Alain Prost, interview confession sur le plus grand duel de l'histoire de la Formule 1, Prost contre Senna. A tout de suite dans les spécialistes. Retour sur le plateau des spécialistes F1. On parle d'Ayrton Senna il y a 20 ans, le 1er mai 1994. Le pilote brésilien, la légende de la Formule 1, se tuait sur le circuit d'Imola. Senna, c'est d'abord un palmarès. Quelques chiffres, quelques statistiques qui ont tenu dans la durée. 161 courses disputées, 65 pole positions, 41 victoires, 80 podiums et 3 titres de champion du monde. Mais au-delà de ce palmarès, Lionel Froissart, pourquoi Senna était-il un mythe ? Je crois qu'au-delà du sportif, l'homme irradiait. Il a vraiment, au-delà de la personnalité même, c'est très difficile à expliquer. Des personnalités qui ont un charisme aussi fort, et il imposait de manière naturelle un certain respect. Il avait beaucoup de choses, évidemment, pour lui. Et c'est toujours assez difficile d'expliquer après coup. Évidemment, il n'a pas le plus beau palmarès de la F1. Mais c'est un des pilotes les plus respectés, sans doute pour ce qu'il a apporté à son sport et la façon dont il a transmis la passion qu'il mettait dans son métier de pilote. Le jeune pilote Eric Comas en 92, 13, 14, il a quel regard sur Ayrton Senna? Moi j'étais sur le rocher à Monaco en 84 lorsqu'il a fait deuxième avec la Toleman. Et là, sous la pluie. Là, c'était déjà exceptionnel. Mais je crois que Ayrton, c'est surtout une grâce naturelle, une élégance, un charisme, un super champion qui a dépassé... C'était une star. C'était pas seulement un sportif professionnel, c'était devenu une star internationale. En plus, il était célibataire, donc c'est vrai qu'il avait des fans dans le monde entier, autant hommes que femmes. Et c'est vrai que ça fait qu'aujourd'hui, voilà, 20 ans après, c'est une légende. Et derrière nous, la photo de ce Grand Prix de Monaco 1984, deuxième, c'est un débutant ou presque. Il est déçu par sa deuxième place. Ça en dit long également sur sa personnalité, l'obsession de la victoire, la religion, le goût pour l'absolu, un certain jusqu'au boutisme. On va maintenant brosser le portrait d'Ayrton Senna. Ça fera plaisir à ceux qui le connaissaient bien et ça permettra à ceux qui le connaissent moins, ceux qui ont moins de 30 ans, de découvrir qui était Ayrton Senna avec Étienne Pidou et Jérôme Verdier. Well, Ayrton has touched different people in many different ways.
For people who love motor racing, everybody thinks that Ayrton is a genius. People who don't watch motor racing like Ayrton for his charisma, for his personality. Un homme dont le nom résonne encore loin des circuits. Un pilote dont l'aura s'étendait bien au-delà de sa voiture. Although Formula One is a very particular activity, I think you can have all kinds of feelings and emotions in many different things in life. But it all depends how you're doing it and how much have you put in it. We are made of emotions. We are all looking for emotions, basically. It's only a question of finding the way to experience them. Ayrton Senna ne se contente pas de conduire. Il s'exprime, se réalise derrière son volant, assume forcément son agressivité en piste. See my personality first of all, and of course I have developed it throughout my life. Sometimes it has cost me a race or has cost me some good results, but this is my characteristic. This is my personality, and that's what I am. Vida dura. Comment on dit? Très très dur la vie. Senna détendu, souriant, des instants rares, magiques que partagent le champion et son neveu, loin de l'attention du paddock. He liked to always do competition with anyone, and even if I was maybe I was 7 or 8 or 9 years old then, very young, we would compete, but because I was so much lighter, we would be even. And Ayrton was like this in every way, always playful, but always competitive at the same time. Un besoin viscéral de gagner exacerbé une fois en piste. Pour la victoire, Senna dépasse toutes les limites. Celle de la douleur, au Brésil en 91. Celle de la sportivité, dans son duel avec Alain Prost en 90. If one wants to be nice, you might as well do some other kind of activity. And I don't think there is room in Formula One for you to do that way. You have to do things which you believe you're doing right, for the right reasons, the right principles, in an honest way, in a professional manner. And you have to be prepared to fight at moments. La course, vécue à fleur de peau. Après sa disqualification au Japon en 89, il envisage même de quitter la Formule 1. So there was times when he had said he had decided to stop, but those occasions were driven by the sense of injustice that he felt about some things that were occurring in the sport. Paranoïaque ou compétiteur épidermique, manipulateur ou golden boy, brillant. Ok, vive la France. Ayrton Senna reste une personnalité unique dans l'histoire de la Formule 1. Un pilote qui a ému, touché, agacé. Un homme qui recherchait toujours la perfection et le bonheur une fois descendu de sa voiture. There is a lot to go, a lot to learn, a lot to do still in life. And happiness will come when I feel complete as a whole, which definitely I don't feel today. But I have plenty of time to fulfill that too. Alors pas mal d'émotions évidemment sur ce plateau en revoyant ces images, en revivant un petit peu cette époque. Bruno Mauduit, vous étiez ingénieur chez Lotus en 85, vous voyez arriver un jeune pilote qui va très vite s'imposer sous la pluie à Estoril. Est-ce que Senna était un ovni, un pilote pas comme les autres? Pas comme les autres, oui, certainement. Pas un ovni, pas... Moi, je l'appelais pas magique parce qu'il était extraordinaire, c'est clair. Il apportait quelque chose. Et pour nous, techniciens, il nous aidait énormément dans le développement. Il avait une science terrible du pilotage. Il vous a donné un surnom, vous allez nous le dire, nous le rappeler. Tout le paddock le connaît, ce surnom, on vous appelle même comme ça. Qu'est-ce que c'était? More Boost. More Boost. Qui veut dire plus de pression. Pourquoi? Parce que les moteurs de l'époque, au moment de l'écurie Lotus, étaient des V6 1,5 litre turbo. Et la suralimentation était libre. Il n'y avait aucune limite. Aucune limite de plus la de pression, donne-moi plus de chevaux s'il te plaît, Bruno. C'est ça qui vous disait voilà, la puissance était strictement proportionnelle à la pression d'admission. C'est révélateur ça, non? C'est le personnage Senna à travers ce surnom, Jean-Louis. Il le montrait du doigt aux arrivées au stand, il le montrait du doigt. More Boost. Oui, More Boost. On va vous appeler comme ça. Oui, bien sûr, il faut l'appeler comme ça. Et Bruno m'a dit un jour que ce qu'il fallait absolument éviter dans sa relation avec Senna, c'était de rentrer à l'hôtel en venant du circuit vers 22h, 22h30 et de le croiser dans le hall.
Là, c'était reparti pour un briefing d'1 heure, 1 heure et demie. Non, on faisait 15 tours de circuit dans les fauteuils de l'hôtel. Fort et fragile à la fois, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez comme sentiment, Lionel, Eric? Fort et fragile au moment où il est sacré champion du monde, on est en 88. Et là, il lève sa visière dans le Tour d'honneur. Et qu'est-ce qu'on voit? Un champion qui fend l'armure et qui pleure. Voilà, et ce qu'il savait faire, c'était transmettre l'émotion qu'il ressentait. Et c'est vrai que, comme il l'a expliqué, il était à la fois fragile. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, parce que c'est un pilote très agressif, qui ne prenait pas plus de risques que les autres, en tous les cas, il essayait de les calculer au maximum. Il n'avait pas envie de se faire mal sur un circuit. Certes, son pilotage était très spectaculaire, mais il se savait fragile. Il n'a jamais cru être supérieur aux autres dans ce domaine. Il savait qu'il pouvait se faire mal dans une Formule 1 et d'ailleurs a beaucoup participé à faire, Eric pour en parler, faire évoluer la sécurité, même malheureusement si son métier lui a coûté la vie. Ça fait partie des héritages aussi d'Ayrton Senna. C'était vraiment parfois Dr Jekyll et Mr Hyde, ça je vous l'accorde. Il avait ce côté incroyablement agressif dans la voiture. Moi j'ai cette image du début du Grand Prix de Silverstone, Grande-Bretagne à Silverstone en 93, les premiers tours avec Alain Prost qui sont d'une violence inouïe. Il résiste à une voiture plus puissante, instants finalement. plus tôt, je l'avais vu dans le stand avoir des gestes de tendresse pour Bianca, sa petite nièce. Enfin, c'était vraiment un personnage, c'est vrai, qui pouvait, quand il était dans sa voiture, se transformer en un animal très très féroce. Comme il a dit, si vous ne voulez pas être méchant, il ne faut pas faire ça. Ouais, et on entendra tout à l'heure Alain Prost qui nous disait que parfois il avait peur d'Ayrton Senna et de ses réactions qu'il ne maîtrisait pas. En tout cas, qu'Alain Prost, lui, ne maîtrisait pas. Brésil 1991, une des victoires peut-être les plus émouvantes aussi d'Ayrton Senna devant son public, devant son peuple, Jean-Louis Moncet. Encore une fois, ça ne se passe pas comme il faudrait, ça se passe avec un peu de roman, avec de la difficulté, de la douleur et des larmes. La difficulté de la boîte de vitesse qu'il est obligé de tenir. Et donc, il faut conduire d'une main sous la pluie sur un Grand Prix. Donc ça, c'est pas facile pour tout le monde, déjà. En pneu slick. Ouais. Et il va tenir le coup. Et si vous voulez, il y a cette espèce de paralysie de l'épaule qui, à un moment donné, fait qu'il hurle. Il hurle en même temps sa joie et il hurle en même temps sa peine. Et ça, c'est terrible. Mais c'est tout à fait lui. Il prend tous les risques sur la piste. Il prend aussi parfois des risques pour sauver l'un de ses collègues. Et c'est vous, Eric Comas. Vous allez nous raconter cette histoire. Nous sommes à Spa, en séance d'essai libre, à la fin de l'été 1992, et vous êtes devant la voiture de Senna, dans cette voiture bleue, cette Ligier. Eric? Oui, j'ai un monumental crash sur du gravier qui a été déposé par une voiture qui me précédait, et Ayrton, spontanément, s'est arrêté. Un geste qu'on pourrait qualifier d'héroïque, et pour lui, il n'y avait rien d'héroïque. C'était juste, il était toujours là pour les autres. Il vous sauve la vie ce jour-là, Eric Comas. Oui, vous êtes inconscient, votre voiture est restée accélérée à fond? J'ai perdu connaissance après le choc, à peu près à la même vitesse que son accident 2 ans plus tard à Tamburello. Et je reste accéléré à fond. Les durites sont toutes débranchées, donc le risque d'incendie ou d'explosion est vraiment réel. Et là, on le voit, il arrive en courant et il ne connaissait pas ma voiture, mais il cherche et il trouve le coupe-circuit avant que l'incendie se déclare. Ouais, c'est incroyable cette histoire, évidemment, et le parallèle avec ce qui se passe 2 ans plus tard, lorsque vous arrivez sur sa voiture, ce que vous nous racontiez tout à l'heure, au Grand Prix de Saint-Marin. Vous êtes allé le remercier, une fois qu'il a sauvé et la voiture et Eric Comas lui-même, Bruno Mauduit. Oui, quand il rentre à pied, enfin en scooter de l'accident, qui était très proche, qui était très proche de la grille des stands, je suis allé le remercier déjà d'avoir sauvé sans doute Eric et puis le moteur aussi. Et là, il me dit, oui, non, mais pas de problème. Enfin, il m'a dit la même chose qu'Eric. Et il me dit, mais j'ai quand même eu le temps de regarder le contour, l'indication du régime maxi. 16005, bravo, on s'en doutait, on l'avait mesuré, mais on n'en était pas sûr, mais je vais dire chez Honda qu'ils peuvent travailler. Ah oui, parce que lui, il roulait Honda à l'époque, voilà. Et vous, Eric, vous aviez... Parce qu'Eric était pied à fond sur l'accélérateur, donc le moteur était au régime maximum. Il y a tout Senna, là, à la fois dans le surnom, à la fois dans ce genre d'action, ce genre de réaction, il pensait en même temps à la course. Il perdait rien, donc à la fois, quelque part, on parlait tout à l'heure de la tendresse et tout, de la générosité pour les autres, mais il était un tel observateur que rien ne lui échappait. Donc même dans une situation comme ça, périlleuse, parce que pour lui, elle était périlleuse, la voiture hurlait, il y avait aussi risque d'incendie lorsqu'il était à proximité de la voiture. Il manque de se faire écraser d'ailleurs. Il manque de se faire écraser. Il est vite. Il y a le réflexe professionnel petit coup d'œil sur le régime maximum. On ne peut pas revenir sur tous les exploits d'Ayrton Senna, Jean-Louis Moncet, Donington 93, néanmoins, mérite qu'on s'y arrête. Énorme. Peut-être l'une des plus belles courses d'Ayrton Senna, avec une McLaren moins puissante que la concurrence.
Jean-Louis, c'est à vous. Qui y a-t-il autour de Senna qui est 4e pour une fois vous sur la allez grille? voir, il y a du beau monde. Prost, qui est champion du monde, 3 fois déjà. Demonil qui va le devenir. Schumacher qui va le devenir aussi. Et Senna avec une voiture, je dirais, sous-motorisée par rapport au moins aux 2 Williams. Il part 4e et il sera absolument. premier très rapidement, Et dès la fin du regardez-le, premier tour. là c'est Schumacher qui va le serrer un petit peu. Il braque juste derrière lui et reprend sa place à la corde. On continue à suivre. Et là, il attaque Prost et c'est définitif. Vous allez voir qu'après, plus personne ne lui a résisté. Et de 4e, eh bien, regardez, il boucle en tête ce premier tour de Donington avec une avance colossale. Et là, je suis obligé de le dire et de démentir mon ami Bruno Mauduit, il avait été magique. Ouais, franchement. magique. 5 5 victoires cette année-là. Eric, avec une voiture moins puissante, beaucoup moins puissante que celle d'Alain Prost, c'est sa plus belle saison? De tous les temps, ça restera le pilote le plus rapide sous la pluie. C'est vrai qu'il avait... Il avait cette faculté de repousser les limites d'adhérence dans des conditions précaires et vraiment imbattable. Il s'était beaucoup entraîné pour ça ou Il pas, était nul sous la pluie, j'ai envie de dire. Au début. Ouais. Quand il a commencé le kart, en fait, sa première course de kart sous la pluie, il a expliqué, il passe à droite, à gauche, et il était mortifié. La première chose qu'il dit à son père, Milton, quand il rentre chez lui ce jour-là, papa... Mort-bouche. Non, travail. Il faut que je m'entraîne. De l'eau. Donc, il pleut souvent au Brésil par chance. Ouais. Dès qu'il pleuvait, papa Senna prenait le kart, allait sur un parking de supermarché et Ayrton tournait inlassablement jusqu'à intégrer ce feeling très particulier sans doute que réclame le pilotage sous la pluie. Et c'est vrai qu'il avait déjà un feeling un petit peu au-dessus de la moyenne, j'imagine. Là, on voit la précision du pilotage en kart. C'était à Parme en 80. Ce sont vos photos, Lionel Frosser, que vous nous avez confiées. Voilà. Vous avez découvert finalement cet objet roulant incroyable qui était Senna dès les années 70. C'est une chance incroyable. Voilà, là, on s'amusait un peu. Enfin, lui s'amusait parce que j'étais très près de la piste et il en rajoutait un peu dans la glisse. Eric qui a fait du kart, c'est que c'est pas comme ça qu'on va vite, mais au moins on se fait plaisir. Mais c'est vrai que quand en septembre 78, il est venu pour la première fois courir un championnat du monde en Europe, son premier championnat du monde, je l'ai remarqué parmi une course de kart, il y a 120 pilotes, et là c'était les essais de carburation du jeudi, il y avait peut-être 70 pilotes le matin sur la piste, et j'ai vu ce casque jaune, cette combinaison sombre, et surtout ce style très spectaculaire. Voilà, c'est parti de là et je me suis approché, on a fait connaissance ce jour-là. La pluie révèle les talents, le circuit de Monaco également. On va faire un petit tour en caméra embarquée avec Ayrton Senna et puis on va regarder également ces statistiques absolument incroyables sur le circuit de la Principauté. Nous sommes dans la McLaren à moteur Honda, vous reconnaissez bien sûr les lieux. Le génie de Senna, il ne s'est jamais exprimé aussi bien que sur ce circuit-là, peut-être Jean-Louis ? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Une pole position de Senna à Monaco, surtout dans cette capacité d'approcher le rail, à la limite, en flirtant de temps en temps avec lui, en le tutoyant même, mais en s'en faisant un ami. Il n'y avait pas de bêtises de ce côté-là. Et là où il était vraiment très très fort, ce passage-là, bien entendu, mais c'est surtout le passage qui va arriver à la piscine, qui est un endroit dangereux, il faut bien le dire, et là où il était absolument merveilleux. Ça, c'est l'épingle de la gare. Là, on va arriver au portier qui nous sera fatal. En 88, alors qu'il avait presque une minute d'avance. Le tunnel à fond. Et regardez, et on revient. On l'a raté absolument. C'est vraiment là aussi. On a escamoté la piscine, mais c'est vrai ce que dit Jean-Louis. Moi, je me souviens, je me mettais systématiquement à l'entrée de la piscine, qui n'était pas un virage de rigolo comme aujourd'hui. C'était entre guillemets. Non, mais c'était entre deux murs à l'époque, et c'était absolument effrayant. Et Senna avait une capacité à se surpasser dans cet exercice qui était... Jean-Louis, en deux mots. Oui, il devait retenir son souffle, mais nous aussi, derrière le rail, on le retenait à chaque fois. Tout a commencé à Monaco, quelque part, avec Alain Prost. On va maintenant aborder cette rivalité de géants, cette rivalité incroyable qui a marqué l'histoire de la Formule 1 et l'histoire du sport. Peut-être le plus grand duel de l'histoire de la F1, vous serez tous d'accord là-dessus. Il démarre justement à Monaco 84, quand Senna, on a vu l'image tout à l'heure, passe à 2 doigts de la victoire avec une petite Toleman, alors que Prost pilote déjà la McLaren. Alain Prost s'est longuement confié à Laurent Dupin pour nous en exclusivité cette semaine. Il revient justement à la fois sur ce 1er mai, mais également sur ses relations avec Ayrton Senna. On écoute le professeur. J'ai fait une grosse différence entre tout ce qui s'est passé pendant notre carrière commune et jusqu'au mois de novembre 93 et ce podium d'Adélaïde, le dernier, ensemble. Et de ce jour-là, de ce moment-là, il a été une autre personne. Donc, en fin de compte, ce week-end d'Imola était la première fois, d'ailleurs, que je le revoyais
depuis pas mal de temps. Et là, il m'a dit, viens me voir dans le garage, et je suis allé un quart d'heure, 20 minutes plus tard dans le garage. C'est la dernière fois où je l'ai vu, parce qu'on est resté un bon quart d'heure ensemble, où là, il était en train de faire ses étirements. Il était tout seul dans le garage derrière avec moi, et m'a parlé un peu de ses doutes, de ses craintes, et aussi des accidents, de la sécurité. S'il y avait un pan de la personnalité d'Ayrton, c'est qu'il ne fallait jamais montrer de faiblesse. Donc il fallait toujours rester sur le côté fort, puissant, montrer sa domination d'un certain côté, alors que là, il était totalement à l'inverse. Il était plutôt affaibli, plutôt disant les choses. Moi, il m'a dit des choses que je ne dirais jamais. La semaine d'avant Imola, je n'étais pas vraiment son ami. Il faut dire des choses comme ça à des gens assez proches. Donc, il était totalement différent, ouvert, montrant une certaine faiblesse, une certaine sensibilité. Oui, puis un côté perturbé. Donc, c'est vrai que ce week-end-là, de par son comportement, on a pu se poser plein de questions. Mais c'est comme s'il sentait que quelque chose allait arriver. C'était troublant pour nous, oui, c'est vrai. Il y a un vrai désir pour lui, avoué, qu'il m'a dit plusieurs fois, d'être focalisé sur moi, et uniquement sur moi. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive en F1, c'était Alain Prost. Mais ça, je ne savais pas. J'étais sa motivation qu'il a perdue le jour où j'arrête. Et c'est vrai que moi j'ai compris pas mal de choses, même sur le personnage, sur le côté humain. Mais c'est vrai, par rapport à ce qui s'est passé à Adélaïde en 93, 15 jours avant, on était au Japon. Et juste avant de monter sur le podium, je lui dis, Anton, tu sais, peut-être que c'est notre dernier podium ensemble. On devrait peut-être montrer quelque chose au monde entier de différent de ce qu'on a montré ces dernières années. Et en fin de compte, comme ça venait pas de lui, il a dit non. Et puis, on se retrouve sur le podium à Adélaïde 15 jours après. Et là, je ne pose même pas la question. On range nos voitures, on va pour monter sur le podium. Je fais mon podium normal. Et c'est lui qui me prend le bras et qui me fait monter avec lui. Et de ce moment-là, il y a toute l'histoire de toutes nos années passées qui change, qui évolue. Est-ce que les accrochages ont créé la légende ? Oui, parce que justement, ça venait exacerber le fait qu'il y avait des pros Senna et des pros Prost. Donc, un accrochage, c'est... Vous voyez bien, chacun peut juger d'une manière différente. Et comme dans toute histoire, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'il était plus prêt à tout pour gagner que vous ? Oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est la grosse différence. La grosse différence, c'est qu'il était prêt à tout et que moi, j'étais absolument pas prêt à tout, et je le disais. Voilà. Je le disais. Donc, vous voyez bien que les gens n'aiment pas ça. Ayrton était différent, c'était une personne différente sur son approche à l'extérieur, son approche dans l'équipe. On ne peut pas dire qu'il ait une approche très, très, très différente des autres, mais sur l'approche psychologique et mentale, oui. Et puis fascinant sur sa manière d'aller décrocher un tour en qualif, et son implication par moment sur des prises de risque, il a toujours été considéré comme un pilote magique, hein, c'était son surnom. Certainement, avec plus de... C'était un héros et moi j'étais l'anti-héros, voilà. Et on était différents en caractère, différents en approche, différents en culture, différents en éducation, différents styles de pilotage, différentes manières de concevoir les choses dans l'équipe. Je pense que c'est notre différence à pas mal de niveaux qui a fait que justement on était ou pour l'un ou pour l'autre, avec un avantage pour lui au niveau de l'image, justement sur ce côté peut-être panache, et la pole position attire toujours quand même parce que c'est l'exercice un peu ultime, hein, de pole position, c'est quand même... et là,
pour reconnaître qu'il était très très fort. Plusieurs fois, j'ai dit dans mon équipe, je me rappelle chez McLaren, je dis bon, aller le chercher sur la pole, ça nécessite énormément d'implication. La seule chose où il m'a pas jamais impressionné, c'est sur la mise au point de la voiture, par exemple. Sur la rapidité, sur le fait d'aller claquer un tour qualif, ça, il n'y a aucun doute. Sur la mise au point de la voiture, non. Il avait un côté fascinant, mais il était un peu mystique. Hein. Il faut dire les choses clairement, mais ça lui donnait ce charme et ce côté héroïque que les gens, d'une certaine manière, aimaient et ne lui reprochaient pas, parce que quand à Monaco, après une séance de qualif où j'étais plutôt mieux que lui pendant les 3 jours, je ne me rappelle plus quelle année c'était, je crois que c'est 88, où il fait péter un temps au dernier tour de qualif avec son dernier train de qualif et il me bat, et en conférence de presse, il dit qu'il est sorti de la voiture physiquement pour regarder comment elle était sur le circuit. Il a compris ce qui n'allait pas, il est re-rentré, il a mis son dernier train de qualif et il m'a battu. J'ai regardé, j'ai dit ça va être une catastrophe, ça va être une horreur. Mais non, il n'y a pas de, personne n'a rien dit, les journalistes n'ont pas écrit des choses horribles. Ils ont considéré que c'était dans son comportement normal. Bon, si j'avais dit la même chose, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, il était différent. Et il y a eu des moments, j'ai eu un peu peur parce que vous, mais je l'ai dit d'ailleurs, et c'est d'ailleurs été très mal pris quand je l'ai dit une fois ou deux. Je dis bon, vous êtes sur la grille de départ à côté de quelqu'un qui ne raisonne pas tout à fait comme vous, ça peut faire peur, exactement. Parce quand on se bagarre comme ça, on se dit que il peut ne pas gérer les choses de la même manière, c'est vrai. 20 ans après, c'est sûr que ce qu'on a construit ensemble, au niveau de l'image, au niveau de, oui, c'est d'avoir un titre ou 2 en plus, ça aurait été quelque chose de bien, mais je préfère cette situation qu'on a vécue. Voilà, très belle interview d'Alain Prost, filmée par Fabrice Godet-Lalloy. C'est Laurent Dupin qui pose les questions. J'étais sa motivation, nous dit Alain Prost. Vous acquiescez, vous êtes d'accord les uns et les autres? C'est assez étonnant parce que bien avant qu'Ayrton soit en Formule 1, il connaissait tout de la Formule 1, enfin de cette époque, de l'époque dont il était contemporain. Et parce qu'il était très analytique, il savait très bien qu'Alain était sans doute l'adversaire le plus fort qu'il allait affronter. Parce que regardez la 85, 86. Ouais, mais regardez Alain, il a battu des coéquipiers très très copieux, ce que peu de pilotes ont l'opportunité de faire. Donc Ayrton savait que le type à battre c'était Alain Prost, et s'il battait Alain Prost, il pourrait tutoyer les sommets. Il en parlait? Bien sûr. De Prost, c'était sa cible, c'était comme le dit Alain Prost, son objectif. 85-86, c'est les premiers titres d'Alain Prost, et donc c'était évidemment sa référence. Parce que je crois que Alain est 4 fois champion du monde, Vettel les 4 fois aussi, mais franchement, je crois qu'on sous-estime le palmarès, enfin l'ampleur du pilote qu'a été Alain Prost. Enfin, là, Eric, on a envie de vous entendre là-dessus. Regarde le pilote. Tiens, voilà le nouveau Alain Prost. Il n'y a jamais eu de nouveau Alain Prost. Il n'y en aura jamais. Je pense. Peut-être qu'il y aura, j'espère, un Français qui marchera très bien en Formule 1. Mais franchement, c'est un pilote d'exception, je trouve. Eric. Oui, tout à fait. C'était 2 pilotes d'exception. Et en fait, je crois que cette décennie de Formule 1, de 84 à 94, leur rivalité a fait beaucoup pour la Formule 1, elle a fait beaucoup pour les 2 pilotes. C'est sûr que gagner dans une telle rivalité, ça décuple l'audience d'une simple victoire, comme on a connu ces dernières années avec la domination de Vettel. Là, on est dans un contexte différent, une rivalité entre 2 pilotes au caractère et aux caractéristiques très différentes. Mais cette rivalité exacerbée et permanente pendant presque une décennie. Jean-Louis, Alain Prost dit j'aurais peut-être 2 titres de plus, mais il aurait peut-être moins de renommée, moins marqué la légende de la F1 sans Ayrton Senna, non? Oui, sans aucun doute. Je dirais même que l'une des dernières victoires d'Alain Prost, c'est d'être en vie. Ça compte aussi. Exactement. Il faut quand même en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on dit là, Alain l'a très bien résumé. Je voudrais le résumer encore un peu plus rapidement. Il faut dire que Senna, il a tranché dans l'histoire de la F1. On sort, je remonte à 73, Jackie Stewart. Et qu'est-ce qu'on a eu dans les champions du monde? On a eu des viveurs, des jouisseurs, des gens même qui fumaient des petits pétards de temps en temps, James Hunt. On a eu tout ça. Et tout d'un coup, on tombe sur un type très fort, très dur avec lui, très dur avec les autres,
mystique, il l'a dit aussi, et vous avez employé un terme tout à l'heure, Thomas, une armure. Oui, eh bien je dirais que c'était un moine soldat, Senna. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mystique, dur, un combattant et un guerrier. Alors entre ces deux géants-là, c'est vrai, il était en mission. Entre ces deux géants-là, c'était l'âge d'or de la Formule 1, mais ça ne pouvait se terminer aussi d'une certaine manière que, comme ça s'est terminé en 89 et en 90, par des accrochages. À chaque fois, le titre de champion du monde est en jeu. Alors ici, 89 à Suzuka, à la chicane, c'est une image extrêmement célèbre. C'est Alain Prost qui va être champion du monde. Et puis il y aura la revanche l'année d'après. Alors il ne s'agit pas de trouver le coupable. Voilà, et la revanche de la revanche. Est-ce qu'Alain Prost ferme la porte? Là n'est pas la question. En tout cas, ces deux géants de la F1 se sont expliqués au péril de leur vie. Quand Senna harponne Prost, là il a reconnu avoir harponné Prost. Là il se met en encore, danger. on a là. les deux caractères qui sont révélés. Prost, évidemment, braque beaucoup plus tôt. Il avait prévenu qu'il ne se laisserait pas faire facilement. Braque beaucoup plus tôt à la chicane. 80 km/h, pas trop de prise de risque, mais ça met quand même son adversaire KO. Enfin, il le pense-t-il à ce moment-là. Et Senna dit tiens, moi, je vais faire ça après le départ à 200 à l'heure. Je vois une ouverture qui existe que dans son esprit, vaguement, mais il n'y avait pas d'ouverture. Il est à 200 et il le sort. C'était extrêmement dangereux la deuxième année mais en 90. Lui aussi avait prévenu. Et ces deux hommes-là font ce qu'ils disent. Ils se battaient parfois en dehors de la voiture aussi. On a une image avec un jeune pilote, très prometteur à l'époque, un débutant allemand nommé Schumacher, explication musclée. Voilà, et là, on parle que des... Senna était un show aussi. C'est des essais, c'est des essais libres en plus. Il essai libre Hockenheim. Ça n'a rien à voir avec la compétition. Bruno Mauduit, il était colérique, Ayrton Senna, dans le travail aussi avec les équipes? Il n'était pas colérique, il demandait un résultat, clairement. Donc, déjà, on ne pouvait pas lui raconter d'embrouille. On a essayé une fois, et on a compris que c'était pas la peine. Et donc, il était très systématique. Il allait au bout des choses. De toute manière, il avait un esprit de technicien aussi, très cartésien. Donc non, c'était pas de la colère. Effectivement, il demandait beaucoup. Et à la fois, il me motivait aussi parce qu'on était content, ça allait toujours dans le bon sens et ça nous faisait de toute manière avancer. Colérique, je crois pas. Je crois qu'effectivement, Ron Dennis l'a très bien dit, il ne supportait pas les injustices. Donc lorsqu'il considérait qu'il avait été victime soit d'un complot, soit d'une prise de position qui n'était pas juste de la fédération. Notamment, la fédération internationale. Et là, ça le mettait hors de lui. Et justement, à la suite de ça, il était prêt à faire des actes qui, dans ce cas-là, on pourrait qualifier de peut-être risqués et dangereux, sans considérer que le pilote était un pilote dangereux, bien au contraire. Un pilote à fleur de peau, c'est ainsi qu'Étienne Pidou avait nommé son reportage. C'est bien ça, Lionel Froissart. Pour rebondir un peu sur ce rapport entre Alain et Ayrton, il parle de novembre 93, mais leur relation s'est construite de manière plus forte le jour où Alain décide de quitter Williams et donc d'arrêter la Formule 1, Estoril 93. Et juste une petite anecdote, j'ai la chance de le voir le lendemain matin, Senna, comme on le faisait de temps en temps en cours de saison. Et la première chose qu'il me demande, c'est Alain avait annoncé qu'il arrêtait la compétition, et Ayrton me dit, mais c'est vrai, Alain, il me dit pas l'autre, le français, machin, il me dit, Alain arrête, c'est vrai, mais pourquoi, comment les gens réagissent en France, mais pourquoi il arrête maintenant, il a encore de belles années, enfin bref, il fait tout un laïus là-dessus, je dis, bon, ça va, il a fait sa carrière, et je lui dis, mais c'est pas grave, toi, tu as Schumacher qui arrive, et là il me regarde, il me dit, mais tu comprends pas, Alain et moi, on est là, Schumacher est là, ce qui était vrai à l'époque, Schumacher n'était pas encore ce qu'il est devenu, mais il ne le considérait pas, c'était Alain Prost, et jusqu'à la fin, malheureusement, puisque sa vie de pilote a été écourtée, jusqu'à la fin de sa carrière, Prost aura été sa référence et celui qu'il fallait battre. Jean-Louis, nous sommes le 7 novembre 1993. C'est la fin d'une époque en Formule 1 avec ce podium, ce dernier podium entre Senna et Prost. Je crois très sincèrement que Alain ne voulait pas revivre une année supplémentaire parce qu'avec Senna, il avait sa place chez Williams Renault, Alain. Bien sûr, et Franck ne pouvait pas résister non plus à ce petit plaisir orgueilleux, bah oui, comme Fiorio l'avait fait pour Ferrari, de réunir ces deux champions d'exception dans une équipe là où Ron Dennis avait un peu échoué. Parce que Ron Dennis a tenu le cap en 88 avec les deux, en 89 ça s'est désintégré. Et donc je crois que Franck voulait le faire, malheureusement Alain a dit non, ça c'est trop. Et puis je ralentis, j'arrête. On pourrait en parler évidemment des heures. Lionel, vous en gardez un petit peu pour la troisième partie. Et n'oublions pas que Frank Williams a été le premier
à faire monter Senna dans une F1 en 83. C'était la avant boucle Coleman, était bouclée. en 83. On revient en 2014 dans la dernière partie des spécialistes. L'héritage d'Ayrton Senna, qu'a-t-il légué à ses successeurs, aux pilotes d'aujourd'hui? Qu'a-t-il changé aussi dans le métier de pilote de Formule 1? Vous allez le voir, pas mal de choses en définitive. On y revient donc dans la dernière partie des spécialistes F1 Senna 20 ans après. Dernière partie des spécialistes consacrée au 20e anniversaire de la mort d'Ayrton Senna. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et ce soir, soirée handball sur l'antenne de Canal+ Sport dès 20h45. Coup d'envoi d'un match de hand entre Chambéry et Nantes. C'est l'affiche des demi-finales de la Coupe de France. Nous parlons d'Ayrton Senna, de son héritage dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce que les pilotes actuels gardent de lui? Réponse avec notamment Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne ou Sébastien Vettel. Comme on allait voir un Maradona ou un Zidane jouer au football, il y avait le spectateur qui ne venait pas voir un Grand Prix de Formule 1, il venait voir Ayrton Senna. He was, the reason why my father decided to follow Formula One. It was really incredible to see him driving. Every race we did with him was, you knew the guy was just pushing as hard as he possibly could, and it was a real pleasure working with him at every race. C'était le pilote qui conduisait avec un panache supérieur à la moyenne. Et quand je parle de moyenne, je parle évidemment de champion d'exception. And he was so passionate and committed to the sport and to what he was doing. I think he was a real inspiration to a lot of guys. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est avec mes cousins, ils étaient pour Senna, j'étais pour Prost, et voilà, c'était le dimanche, la grande bagarre. You know, coming back from school and watching his videos, racing's in my blood. I watched it thousands and thousands of times, so he had a huge impact on my racing career. Tout sportif qui arrive à changer la philosophie d'un sport et la manière dont les personnes le perçoivent, que ce soit Michael Jordan au basketball, Tiger Woods au golf ou Ayrton Senna, je pense qu'il fait partie des très grands qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Eric Comas, Senna a changé la face de la Formule 1, changé le métier de pilote? Oui, je crois qu'il a changé le sport automobile, qui est devenu un sport ultra médiatisé, qui a plu à beaucoup de gens. Et c'est vrai que, comme le disait Jean Alesi tout à l'heure, les gens venaient au stade, venaient au circuit pour voir Ayrton, parce qu'il dégageait tellement que son aura est allée bien au-delà des limites du sport automobile. Et pour vous, Eric, personnellement, ce qui s'est passé, ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, ça a changé le cours de votre carrière de pilote également, non? Oui, je suis le seul à ne pas avoir repris le départ de ce Grand Prix en 94, parce que, évidemment, je suis le seul à l'avoir vu mourir. Et ça a été, pour moi, c'était la fin de la Formule 1. Ce jour-là, je savais que j'arrêterais tôt ou tard. J'ai arrêté à la fin de l'année. Je suis parti courir au Japon pour continuer à faire le métier que j'aimais, mais j'avais besoin de m'échapper d'un contexte pesant. J'ai vu pour la première fois que je faisais un sport qui tuait. Ça m'était effectivement jamais arrivé en 10 ans de carrière avant, dans les étapes intermédiaires. Et puis, évidemment, quand vous voyez disparaître l'homme qui vous a sauvé la vie, ça laisse des séquelles indélébiles à vie. Jean-Louis Moncet, est-ce que le plus bel héritage, finalement, d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, le pilote autrichien qui est mort le même week-end que Senna, est-ce que leur héritage, c'est qu'il n'y ait plus eu de mort en Formule 1 depuis ce mois de mai 94? Il n'y en a plus, et je souhaite qu'il n'y en ait plus, naturellement, mais on sait ce que c'est que les risques inhérents à la vitesse. Donc, mais la Formule 1 a évolué après. Mais la Formule 1 a aussi beaucoup évolué. Vous savez, juste après la mort de Senna, il y a eu un accident terrible à Monaco, 15 jours plus tard, de Van Linger. Excusez-moi de vous couper, mais c'est vraiment celui-là qu'il faut souligner. Parce qu'après l'accident de Senna, moi je trouve que les mesurettes prises par Max Mosley n'allaient pas dans le bon sens. Il a fallu que Van Linger se fasse très mal à Monaco. Et on a cru qu'il allait mourir lui aussi. Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Mais là, le monde de la F1 a commencé à réfléchir. Et Eric Comas ne nous l'a pas dit, mais Ayrton voulait le voir avant sa mort pour que les pilotes se mettent ensemble pour quand même commencer à discuter de cela de façon très sérieuse. Et il voulait le faire, et on l'a fait sans lui. Ce week-end-là, ce matin-là, au matin de cette course-là, briefing des pilotes, il voulait fédérer, rassembler les pilotes pour agir pour la sécurité? Oui, nous étions assis à 8h30 au briefing, l'un à côté de l'autre, le dimanche matin avant sa mort. Et il m'a dit, Eric, je viens de voir cette semaine à Londres, il faut qu'il se passe quelque chose avant Monte-Carlo. On doit absolument réagir. On ne peut pas continuer avec les voitures, sont devenues trop dangereuses. Donc il avait pleine conscience de cet état de fait. Et c'est vrai que quand vous regardez les images des voitures à l'époque, on avait les épaules complètement à l'extérieur, on avait une très très faible protection. On était beaucoup trop exposés. Et ça, c'était dû aux contraintes aérodynamiques de l'époque.
Aujourd'hui, on voit à peine le dessus du casque des pilotes, donc il y a eu une grosse évolution. En un mot, est-ce qu'il y a un pilote qui pourrait se réclamer de Senna du point de vue de son panache, de sa manière de piloter, de sa manière de faire le métier? Bruno, de son approche de la compétition et de la technique, je pense que c'est Michael Schumacher qui s'en rapproche le plus. Pour son panache, moi, personne ne l'a remplacé. Ce qui dégage, tout ce qu'on a dit pendant une heure et tout ce que le personnage dégage, pour moi, il n'y a personne qui l'a remplacé. La fondation Senna, Lionel, c'est un dossier que vous connaissez également. Au nom d'Ayrton Senna, une fondation aide des millions d'enfants au Brésil, forme des professeurs. Ça aussi, c'est l'héritage de Senna. L'Institut Senna, qui est très actif et qui est même devenu un exemple pour le ministère de l'Éducation au Brésil, qui s'inspire des méthodes de cette fondation que Senna avait évoqué auprès de sa sœur. Et lui, il ne l'a pas vu naître, cette fondation. C'est vrai, Lionel, mais la bande dessinée, Sénina, etc., sûr, ça visite chez les enfants pauvres, dans les écoles et tout, il avait quand même initié ça et commencé avant sa mort. Voilà, mais il voulait vraiment le concrétiser en faisant quelque chose de très fort, qui ne serait pas quelque chose où on donnerait de l'argent à des gens qui en ont besoin pour les aider, on ne sait pas trop à quoi. Là, c'est des vrais projets de vie, et pas seulement dans le sport. Hein. C'est une petite fille des favelas qui veut devenir ballerine, danseuse étoile. Elle sera aidée autant qu'elle le peut. Aider, vous l'avez dit, des millions d'enfants depuis 1994 ont été aidés. Je crois que c'est vraiment ce qu'il a laissé de plus beau, au-delà de... Parlons pas du palmarès, c'est pas important, de l'image. Voilà, et aujourd'hui au Brésil, pour voir la tombe d'Ayrton Senna, c'est au cimetière de Morumbi que ça se passe. Regardez ces images à Morumbi au Brésil, banlieue de São Paulo. Hein, c'est là qu'Ayrton Senna est enterré, là que d'ailleurs des fans viennent très nombreux chaque jour se recueillir. On va laisser le mot de la fin de cette émission à l'un d'entre eux. Senna, que es lo más grande que hubo en Fórmula 1. Lo amamos, lo queremos y es muy emocionante estar acá. Ayrton fue Dios. Fue Dios. Uno recuerda muchas cosas. Recuerda carreras. Un grande. Ayrton, un grande. Voilà, c'est à la mesure, à la hauteur certainement d'Ayrton Senna. Le mot de la fin, beaucoup de commémorations bien sûr aujourd'hui, notamment à Imola avec les pilotes Ferrari, Jean-Louis. À chaque Grand Prix, le monde de la Formule 1, enfin une partie du monde de la Formule 1 va à Morumbi, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, ça, à chaque fois, on lui rend hommage 20 ans après encore. Hein. Lionel, pour conclure, un souvenir peut-être. Bref. Non, il y en a beaucoup trop. Moi ce qui me bouleverse, c'est d'aller souvent sur les Grands Prix. Et à chaque Grand Prix, il y a toujours un endroit, un moment, quelque chose qui se passe. C'est parfois fugitif, qui me rappelle qu'il a existé, qui nous a fait rêver. Qui nous a fait rêver. Merci Eric Comas d'avoir livré ce témoignage très fort. Il vous a fallu du temps avant d'en reparler. Il m'a fallu 10 ans avant de pouvoir en parler. Et je crois que le mot de la fin pour moi, c'est, même si c'est sa mort qui nous réunit, et je veux surtout qu'on parle et qu'on se souvienne d'Ayrton vivant, de son vivant, des belles choses et de tout le bonheur qu'il a donné aux spectateurs. Une expérience très forte de votre vie d'ingénieur. Oui, bien sûr, il nous a fait grandir et moi j'ai énormément de souvenirs en tête, un grand moment et beaucoup de joie d'avoir pu collaborer et évidemment très triste de l'avoir vu disparaître comme ça. Si vous voulez aller plus loin, Auto Hebdo spécial Senna, évidemment beaucoup de publications dédiées à la mémoire d'Ayrton Senna, mais également Grand Prix. Lionel, vous avez collaboré d'ailleurs à ce numéro, Grand Prix numéro 14 consacré à Ayrton Senna. Une BD, ça c'est assez original, c'est très sympa peut-être aussi pour un public plus jeune qui n'a pas connu le Senna pilote. Ayrton Senna, histoire d'un mythe. Et puis ce livre de photos de Paul-Henri Caillet qui est réédité, La légende Ayrton Senna. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres pour aller plus loin sur Ayrton Senna. Merci beaucoup messieurs.